Bonjour, je suis Julien Guyonneau, botaniste au Conservatoire botanique national de Franche-Comté et je suis en charge du plan national d'action en faveur de la saxifrage œil de bouc et je suis venu présenter les résultats d'un plan de renforcement et de réintroduction de l'espèce en nature pour sa conservation. Bonjour à tous, c'est impressionnant, une belle salle, hein, ça fait plaisir de vous présenter ce projet de conservation qui est très important pour la flore rare de France, puisque je vais vous présenter donc la réintroduction de Saxifraga hirculus dans les tourbières du Jura. Alors juste pour vous représenter un peu l'espèce, donc c'est une petite plante du genre Saxifraga évidemment, très caractéristique puisque donc les pétales sont jaunes comme vous le voyez ponctués d'orange. Une plante qui se développe sous forme de colonies, alors plus ou moins denses ou plus ou moins lâches. Ça dépend un peu son développement dans le marais. Et sur le dessin en haut à droite, on vous représente en fait le développement avec des rhizomes qui produisent ou des tiges fertiles ou des tiges stériles, voire les deux en mélange. Une très jolie plante des tourbières, donc qui est l'emblème des plantes des tourbières du Jura, puisqu'elle était connue en France uniquement sur le massif jurassien. Par rapport à son écologie, c'est vraiment une plante très très particulière, puisqu'elle n'occupe que les bas marais de transition mésotrophe du Carission lasiocarpé, qui sont caractérisés par une eau minérotrophe, avec une alternance saisonnière, des assèchements estivaux et un peu plus d'ombrotrophie l'été. Une eau basique, faible en nutriments, très pauvre en nutriments, et qui a normalement le milieu a la caractéristique de présenter une stabilité piézométrique remarquable, puisque ces milieux de transition sont toujours au pourtour de zones de source, des sources constantes, qui apportent une eau froide et circulante dans le corps de tourbe. Et ça, c'est une caractéristique essentielle. Donc la photo montre bien cet aspect de prairie flottante qui est quand même fortement imprégné par des tapis de mousse très épais qui ressemblent un peu à une prairie flottante. Par rapport à la répartition de l'espèce dans le monde, donc il s'agit d'une espèce boréo-arctique à distribution circumboréale. 4 sous-espèces sont connues. En Europe, il s'agit de Saxifraga hirculus hirculus, qui est caractérisé par une tige d'une longueur supérieure à 10 cm et multiflore. Donc sur la carte européenne tirée des publications de Pascal Vitoz, vous pouvez observer la discontinuité de l'aire de répartition européenne de cette espèce, avec une étoile rouge sur le massif jurassien, et bien sûr une forte présence au nord de l'Europe, mais chaque pays en fait présente un déclin massif de l'espèce. Et les populations sont donc isolées de plus en plus. Une carte de répartition historique par rapport au massif jurassien. Donc on connaît à peu près une quarantaine de localités depuis le 19e siècle sur le Jura, donc des deux côtés de la frontière. Donc cette carte vous présente en bleu foncé toutes les localités connues historiques qui ont disparu. Voilà, elle était également donc connue jusqu'aux Préalpes vaudoises. En bleu clair, c'est une station qui a existé jusqu'en 2007 sur la commune de Frasnes, que certains connaissent peut-être. Et au final, aujourd'hui en 2023, il nous reste les 3 localités qui sont indiquées par des points rouges, avec une seule station dans le Jura suisse et 2 stations dans le département du Doubs. Donc je rappelle juste rapidement les statuts de protection. Les statuts et la protection de l'espèce, donc c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction, qui est protégée en France et inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitat. Les menaces qui expliquent en fait la régression de l'espèce en France, c'est principalement l'exploitation des tourbières, avec l'extraction de la tourbe comme combustible de chauffage qui a pris son essor vraiment au XIXe siècle. Comme l'illustre la photographie, des tourbières jurassiennes qui ont été complètement scalpées et vidées de leur tourbe, ce qui a provoqué en fait un énorme dysfonctionnement hydrologique et écologique des tourbières.
Donc, bien sûr, forte régression des hauts marais, mais aussi déplacement de des marais de transition qui étaient plutôt situés en périphérie et qui finalement se sont régénérés quelque part lorsqu'il y avait encore des bonnes conditions. Et ce sont des milieux qui nous sont transmis aujourd'hui, donc des milieux secondaires qui existent encore, mais qui ont fortement perturbé, bien évidemment, toute l'écologie des plantes et qui expliquent leur régression. Alors, entre cette transformation de milieu, des populations qui diminuent fortement, on peut conjuguer le prélèvement de cette plante qui faisait déjà l'attrait des botanistes dans le cadre de la constitution et des échanges par centurie, avec bien sûr de nombreuses planches d'herbier qui existent, mais qui contribuent encore en plus à la raréfaction de la plante. Aujourd'hui, en 2023, la principale menace qui pèse sur les populations, c'est bien évidemment le réchauffement climatique, enfin le changement climatique en général, qui produit, outre l'augmentation des températures, vraiment un désordre au niveau de la répartition des pluies. Et en fait, depuis 2015, on remarque des assèchements piézométriques qui sont sévères, inégalés et jamais connus, puisqu'on n'est plus du tout sur des milieux qui sont à moins 5, moins 20 cm pour la piézométrie, mais cette fois on dépasse carrément les mètres. Donc il se produit plein de choses quand on a ça. Il se produit la minéralisation de la tourbe. Donc là vous avez une photo avec le petit mètre qui vous montre un affaissement de 14 cm en 5 ans d'une partie d'une tourbière. Et je vous parlais des tapis de bryophytes aussi, qui constituent l'habitat essentiel de la saxifrage. La photo en bas à droite vous montre un plan, en fait, on voit deux stolons qui partent, vous montre en fait que ce petit radeau de Calergonella cuspidata se désorganise, s'érode et finalement disparaît, tout simplement parce qu'il ne supporte même plus l'alternance sécheresse, brûlure du soleil, et puis ensuite inondation, retour à une inondation dans la gouille. Un autre problème aussi qui nous est un peu tombé dessus en 2020, c'est une pullulation de campagnols généralisée, qui a, je pense, jamais été aussi importante, puisque les prairies souffraient de sécheresse. Les campagnols n'ont pas pu survivre à faire leur galerie dans les prairies et se nourrir correctement, donc ils se sont réfugiés dans les tourbières. Et en fin de compte, consommation des plantes, dont la saxifrage bien évidemment, galerie dans les horizons superficiels de la tourbe, rentrée d'air, minéralisation. Alors, par rapport à la situation des effectifs, pour récapituler un peu l'évolution des effectifs de la population française de saxifrage, vous voyez en jaune une courbe qui illustre le nombre d'inflorescences de la population de Frasnes. Donc, on a commencé à dénombrer en 2001. Donc la population s'effondre en 2007 et 2008. Elle n'a jamais réapparu depuis. En rouge, vous avez le nombre d'inflorescences de la population de Banan, à compter de Pontarlier, qui est une population que la Société botanique de Franche-Comté a découverte lors d'une sortie de comptage d'un calamagrostis. Donc c'était une énorme découverte. Une population importante à ce moment-là qui paraissait encore à peu près en bon état et qui comptait 330 inflorescences dans les années 2006, 7, 8. Après, vous pouvez voir des oscillations, évidemment, jusqu'en 2014 qu'on n'arrivait pas forcément à interpréter à l'époque, puisque on se doutait déjà qu'il y avait un rapport par rapport tout simplement aux conditions météorologiques de l'année. Et au final, en 2014, l'effectif, en tout cas de production d'inflorescence, a fortement chuté. Voilà, 2014-2015, c'est le début d'un grand désordre par rapport à l'insolation, la sécheresse et la chaleur qui ne s'est pas arrêtée depuis. Donc malheureusement, on arrive en 2023 avec, même en 2020-2023, on n'a eu aucune production d'inflorescence sur cette dernière population. Et en 2023, je n'ai dû compter ou retrouver que seulement 8 rosettes de la plante dans sa station. Alors, je vous ai représenté en bleu quelque chose qui aurait pu contrecarrer un peu cet effet. En bleu, c'est tout simplement les inflorescences produites par les plants qu'on a réintroduits dans la population.
Donc on a pu obtenir 65 inflorescences en 2020. Et en fin de compte, les campagnols arrivant ils ont consommé toutes les inflorescences. Donc, pardon. Donc du coup, voilà, l'effet apport de plants, en tout cas, n'a pas permis de contrecarrer la disparition de la population naturelle. Alors, en vert, il s'agit d'une petite population qui se trouve sur la commune des Pontais, qui était connue comme une petite population d'une dizaine d'inflorescences. Elle avait été observée en 2003 et 2004, puis après, plus rien. Plus rien pendant 15 ans. Et en 2021, qui a été une année tout à fait normale au niveau pluviométrie, en fait, cette petite population a réapparu, étonnamment. Donc on peut ne pas désespérer. L'espèce est quand même capable de rentrer dans une petite dormance ou se développer ou vivoter comme ça dans le marais. Et le jour où les conditions sont favorables, finalement, on peut retrouver quelque chose. Alors, par rapport à la conservation de cette espèce, donc elle bénéficie en fait d'un plan national d'action depuis 2012 que le Conservatoire botanique de Franche-Comté avait rédigé, qui s'est transformé dans une deuxième phase par un plan dit de rétablissement. Et ce que je voulais vous présenter, c'était donc l'action 8 qui est spécifique au renforcement des populations de saxifrages. Donc l'objectif, c'est évidemment d'améliorer l'état de conservation, de contrer l'isolement des populations et d'essayer, de tenter de sauver donc, la population de banans, qui est la dernière population française de cette espèce. Alors, c'est un projet conséquent sur lequel, dès le départ, on a voulu donner quand même une certaine chance, des conditions de réussite. Donc on est parti sur un design du projet assez ambitieux. On souhaitait transplanter au moins 1000 individus sur 11 sites favorables, donc des sites qui avaient été choisis et priorisés. On travaille en fait sur 2 grosses phases, puisqu'on ne peut pas travailler sur tous les sites d'un coup ou tous ensemble. Donc on a travaillé sur 5 sites de 2017 à 2022. Et c'est sur ces sites-là que je vais vous présenter les premiers résultats. Et puis à partir de 2023, en fait, puisqu'on s'est décalé d'1 an, on travaille sur des nouveaux sites. Donc les individus fondateurs, ce sont tous des jeunes plantes produites ex situ à partir de semences récoltées de 2 populations sources, qui sont les graines qu'on avait de la population de Banan à côté de Pontarlier, mais surtout et en premier lieu les graines qui proviennent de la station des Emburnais en Suisse, qui compte plusieurs millions d'individus et qui est encore en très très bon état de conservation. C'est elle qui finalement présente probablement la plus belle diversité génétique et est capable de ensuite s'adapter à des nouveaux sites. À Banan, on avait choisi de réaliser un auto-renforcement pour quand même conserver ce patrimoine génétique de cette petite population. Sur d'autres sites, du Drugeon à basse altitude, on avait choisi de mélanger les provenances. Enfin, ce qu'on a essayé de faire dans le projet, c'est aussi à chaque étape de diversifier les processus, que ce soit travailler sur plusieurs sites de production, diversifier plusieurs critères ou manipulations dans les étapes de culture, mais aussi dans les interventions de plantation. Alors en gros, voilà la liste des sites phasés donc pour l'ensemble du projet, avec 11 sites. Les nouveaux sites les sites de réintroduction sont représentés par des étoiles sur la carte. Donc j'ai volontairement aussi ajouté 2 sites en Suisse, puisque le canton de Vaud porte un projet de réintroduction sur 2 nouvelles populations historiques. Donc ces réalisations, elles sont réalisées en partenariat avec le Jardin botanique de Besançon, le Jardin botanique de Mulhouse, le Jardin botanique de Nancy, le Jardin botanique de Lausanne et l'association culturelle de la rivière Drugeon. Je vais y revenir. Quand on est reparti sur la nouvelle phase cette année, en prévision, en 2022, on a refait un retour évidemment sur les stations qu'on croyait favorables. Finalement, on a dû abandonner déjà 2 sites qui étaient des tourbières en état de conservation assez moyen et qui sont fortement transformés et qui aujourd'hui, en 2023, ne permettent plus d'accueillir l'espèce et donc de réaliser le projet sur ces sites.
Donc en fait, même 2 sites et demi en fin de compte. Voilà quelques illustrations sur la réalisation et les manipulations. Donc voilà, en haut à droite, la production de saxifrage œil de bouc, donc en godet 9,9, à partir de graines, semences. Alors ici, ça se situe au Jardin botanique de Besançon. Ici, vous avez une illustration à Mulhouse. C'est le Jardin botanique de Besançon qui produit le plus de plants, en fait, et les autres jardins botaniques, Mulhouse et le Jardin botanique du Châtelet pour Nancy, en fait, réalisent une conservation des derniers individus de banans en longue conservation dans des contenants assez grands. Vous voyez ici des grandes barquettes qui permettent de s'adapter en fait à la croissance des plantes. Voilà, après toutes les étapes de suivi, d'inventaire, de plantation. Alors planter la saxifrage œil de bouc, finalement, c'est très simple. C'est qu'un plant dans de la tourbe, donc c'est assez facile à réaliser. Vous voyez, on pique ça avec des jalonnettes et on a ensuite une grosse étape de cartographie. Alors, les résultats. En fin de compte, au final, sur les 5 premiers sites de la première phase, on a introduit au total 2800 plants qui concernent 5640 individus. Alors, on a évidemment plusieurs individus par godet puisqu'on sème plusieurs graines par godet. Sur la plupart des sites, en tout cas sur 4 sites, on a dépassé notre objectif de 1000 individus. Sauf à Banan, nous sommes restés à 571 individus, étant donné que la consommation des campagnols était telle qu'on a finalement arrêté les transplantations en 2020. Le graphique vous présente le taux de survie sur chaque site au cours du temps. Donc c'est un taux de survie qui est évalué sur 3 ans, parce que vu la quantité de plants, en fait, on réalise un échantillonnage d'un tiers tous les ans. Voilà, sur 4 sites, on reste quand même en 2023, j'ai recalculé le chiffre cette année, on reste quand même au-dessus de 80% de survie, ce qui est un beau résultat. En revanche, pour Banan, ici en vert, on a une chute assez drastique du nombre d'individus survivants, on est aujourd'hui à 26%. En image, en illustration, pour vous illustrer la densité des plants ou comment on plante sur le terrain, voilà une photo aérienne de la station de Banan. Vous avez en jaune les individus survivants, en rouge les plants morts. Voilà, la station naturelle se situe ici, il ne reste plus que ça, alors qu'au départ c'était 20 ares occupés, comme ça un peu en banane. Donc ça c'est les derniers individus qui nous restent depuis 2019. Voilà, donc là par exemple, ici on avait une gouille où il y a eu de la saxifrage il y a quelques années. Elle s'est complètement asséchée, complètement transformée du fait de l'assèchement. D'autres illustrations sur des sites qui fonctionnent bien. Ici on a un site des Rousses avec vraiment une très très belle source. C'est le site qui marche le mieux. C'est un apport constant d'eau et régulier. Et du coup, voilà, situation en 2022, c'est quand même très peu de mortalité. Et ici un autre site sur la commune de Malpas pour vous montrer. Donc, on peut travailler aussi sur différents pôles pour essayer de mieux s'adapter aux conditions du milieu. Alors, par rapport à quelques résultats, comment évaluer en fait que ça fonctionne? Il n'y a pas que le taux de survie, évidemment, il y a plein d'indicateurs qu'on pourrait utiliser. Les plus simples, par rapport à l'aspect végétatif. Donc ça, c'est une photographie d'un plan. Déjà, c'est un plan, voilà, on part de rien et on obtient ça. Donc ça doit être sur un site qui fonctionne très bien, parce que là, on a vraiment une belle colonie serrée de rosettes issues d'un même plan. Donc on peut compter le nombre de rosettes et donc évaluer au cours du temps leur augmentation, mais aussi ce qu'on a retenu, c'est le diamètre moyen, parce que c'est quand même le plus facile à suivre sur le terrain. C'est finalement le plus grand écartement du plan au cours du temps. Voilà. Donc on a deux situations assez nettes. Donc en vert, vous retrouvez la population de banans qui reste vraiment assez planchée, pas beaucoup de développement de rosettes ici, et puis des diamètres qui restent vraiment très faibles. Et puis au contraire, en rouge, vous avez le site des Rousses qui fonctionne très très bien, avec un beau développement, alors pour l'instant pas très régulier,
mais on obtient maintenant une moyenne de plants qui représente déjà 20 cm. Alors bon, c'était les chiffres 2022. En 2023, ça a encore augmenté. Par rapport à la reproduction sexuée, c'est aussi un critère qu'évidemment il faut suivre au cours du temps. Donc là, je vous représente le nombre moyen d'inflorescences par plant. On retrouve un peu la même situation. Donc à Banan, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'inflorescence, donc courbe plancher. Et sur le site des Rousses, en rouge, on voit qu'on dépasse déjà 2 inflorescences par plant en moyenne en 2022. Donc les trois autres sites restent en situation intermédiaire. On a aussi d'autres sites qui ont été affectés par le campagnol et une floraison limitée. La fructification, par rapport à la fructification, forcément, on a à peu près le même type de résultat. Juste pour terminer, on a essayé de comparer les premiers résultats, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, et comme ça marche plutôt bien, sauf à Banan, bien sûr, c'est difficile de trouver les critères qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Donc on a essayé de comparer à des projets de réintroduction ailleurs en Europe. Donc je vous ai parlé du projet suisse. Donc on a 2 sites de Suisse qui sont ici en rouge et un projet écossais ici en bleu. Et finalement, quand on compare donc ici l'augmentation annuelle des rosettes sur la première période de 3 à 4 ans, en comparaison multiple, on arrive finalement, même pour notre site de Banan qui doit être ici, voilà, à quand même un résultat qui est plutôt bien par rapport à d'autres projets. Donc si, pour le moment, en tout cas, au début du projet, ça fonctionne bien, espérons que ça perdure et que finalement les populations se développent. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Tu vois, tu t'es très bien débrouillé. Je sais que tu étais très anxieux hier de cette présentation. Et voilà. Les questions, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Bonjour, Ghislain Huyghe. J'avais une petite question, même si je pense qu'on sera tous d'accord sur les effets du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez étudié un petit peu les effets du drainage et pris des mesures justement pour lutter, notamment sur les sites où ça fonctionne pas beaucoup ? Oui, des études sur la végétation et le drainage, il y en a eu quelques-unes. Donc évidemment, l'exploitation de la tourbe fait qu'il existe encore des réseaux, des fossés de drainage dans les tourbières. Bon, l'objectif, c'est même pas d'étudier... la priorité, c'est pas d'étudier leur impact, c'est de les boucher. Donc, nous, Conservatoire botanique, on insiste auprès des gestionnaires, parce que c'est leur travail après d'étudier leur site et de proposer des mesures de restauration. C'est ce qui se fait dans le cadre du programme Live Tourbière du Jura, qui a maintenant presque 7 ou 8 ans d'existence et qui se poursuit, qui a été renouvelé en tout cas dans le cadre d'un projet Live Climat. Donc on a beaucoup de tourbières qui ont été restaurées, dont certaines majeures. L'effet, il n'atteint pas effectivement les objectifs aujourd'hui tels qu'on l'espérait, parce que souvent les gestionnaires parlent de restauration de tourbières, et en fin de compte là, les niveaux de précipitation sont tels qu'on n'est même pas dans la conservation de l'état des marais. Donc on en est conscient, mais voilà, on fait ce qu'on peut aussi. On peut pas ramener de l'eau parfois sur des petits marais qui ont des petits bassins versants hydrologiques ou des bassins versants inconnus avec dans le contexte karstique, on peut avoir des eaux qui viennent de plus loin, etc. Mais là, il y a une grande priorité qui est donnée sur la restauration et la fermeture des fossés, en tout cas pour l'épage au Doubs-Haute-Loup et le parc naturel régional du Haut-Jura. Bonjour, merci. Merci pour la présentation. Par rapport quand on voit l'évolution du climat et des anciennes populations, qu'est-ce qui nous dit que les populations que vous avez transplantées dans les 10 prochaines années ne vont pas disparaître comme toutes celles qui ont disparu avant ? Exact. Alors le problème, c'est que dans la vie, si on fait rien, eh ben, il ne se passe rien. Donc c'est vrai que c'est un pari. C'est pour ça qu'on a quand même, dès le début du projet, essayé de trouver les meilleurs sites, ceux qui étaient en meilleur état de conservation. Il y a il y a des critères qui étaient donnés sur l'hydrologie, sur la stabilité piézométrique. Bon, voilà, c'est ceux-là qui s'en sortiront. Je pense que s'il reste un site dans 20 ans, ce sera le deuxième site des Rousses qui vraiment démarre très très bien. Il est alimenté par un énorme massif qu'on appelle le Noirmont.
voilà, celui-là, ça ira. Pour les autres, voilà, j'ai pas de boule de cristal. Et si on n'essaie pas de le faire, on pourra le regretter longtemps. Voilà. Il faut essayer. Une autre question? Oui, bonjour. Donc je suis Adèle Rosier. Moi, j'avais des questions sur votre récolte de graines. Étant donné que vous avez récolté sur seulement 2 stations, comment vous avez estimé le nombre de graines que vous avez récoltées et combien sur plusieurs années? Et combien à peu près vous avez récolté de graines pour faire votre... Parce que vous avez dû avoir de la perte quand même lors de la germination. Pas forcément. En fait, sur les graines fraîches, le taux de germination est assez bon. Il atteint à peu près 80%, donc ça n'a pas de souci. Sur des graines qui sont en conservation longue durée, on a à peu près à 20 à 15% de germination. Bon, il se trouve que pour la population de bananes, on est d'accord, on n'avait plus beaucoup de graines. Et aujourd'hui, on n'en a plus du tout, puisqu'on a tout semé. Donc on n'a plus rien en conservation. On a récolté plutôt tardivement, on n'a pas récolté assez, voilà, c'est comme ça. Par rapport à la population des emburnais, vu qu'il y a des millions de fleurs, en fait là on peut ramasser ce qu'on veut. Donc je crois qu'en banque on doit avoir 50 000 graines de saxifrage, on en a même beaucoup trop. Ce qu'on fait dans la récolte, alors je dois récolter à peu près 100-150 fruits par an depuis 2011. Voilà, on récolte tous les ans, peut-être même 2 fois par an, pour certaines années, quand on peut. C'est comme ça qu'on obtient effectivement une banque assez bien constituée. C'est ça, j'ai répondu à votre question. Une autre question? Là-bas. Oui, François? ouais, Oui, Frédéric d'abord, pardon. Je suis Frédéric Paul, je suis du Jardin botanique de Nancy. Donc on est à fond avec vous dans le projet, le site du Chiclet. Et en fait, ça rejoint la question du collègue. C'était la même question que je voulais poser, c'est que est-ce qu'à des moments dans les conservatoires botaniques, par rapport au changement climatique, dégradation, etc., est-ce qu'effectivement vous vous posez la question parfois du coût par rapport à l'intérêt sur cette action? Et je fais allusion à un débat qu'on a actuellement dans les Vosges, François le connaît bien, sur le grand tétra, où en fait, vous le connaissez peut-être, il y a dans les écolos, dans les gens qui veulent sauver, il y a un débat de dire il est illusoire aujourd'hui de vouloir tenir une population de grands tétras compte tenu de tout un tas d'éléments, et d'autres qui disent non, il faut absolument essayer de faire au mieux, d'aller jusqu'au bout. Et du coup, quand je vois ta présentation et tous les efforts qui sont faits et autres, je trouve ça absolument génial. Mais en fait, ma question globalement, c'est est-ce qu'à des moments, sur certains taxons, compte tenu des évolutions probables, est-ce que vous posez la question du coût et de l'intérêt à moyen ou long terme de ces programmes-là? Bien sûr, on se la pose, c'est évident. Après, le Conservatoire botanique de Franche-Comté, sans se dévaloriser, c'est un petit conservatoire. Au niveau de la conservation, on a décidé de mettre les moyens sur cette espèce, peut-être, voilà, essentiellement sur cette espèce. Donc c'est un programme. Alors l'ensemble alors le projet de réintroduction, il doit coûter à peu près 50 000 € par an maximum. L'ensemble du plan, 100 000. Voilà, c'est pas non plus des sommes astronomiques par rapport à des projets dont vous parlez. Voilà, la saxifragélie de Bouc, c'est quand même l'emblème des tourbières du Jura, c'est une priorité. Voilà, on a mis les moyens dessus. Après, si on pouvait mettre effectivement tous ces moyens sur toutes les espèces boréo-arctiques de nos tourbières, ce serait parfait. Ce projet-là, il bénéficie aussi à d'autres espèces indirectement, parce qu'on a apporté justement l'attention sur la restauration des marais, sur la fréquentation des sites, la surveillance, les suivis. Bon, voilà, ça bénéficie quand même à d'autres espèces. Mais c'est effectivement une question à laquelle je ne peux pas entièrement répondre non plus. Mais voilà, c'est notre priorité, c'était celle-ci. Oui, c'est en partie pour répondre à Frédéric Potts là, sur le parallélisme avec le grand tétras. Le grand tétras est un animal, donc il est sujet à la dépression de consanguinité, enfin du moins invertébré. Mais qu'en est-il pour le saxifrage? Si j'ai bien compris, vous avez repeuplé la France avec des graines de Suisse. Merci de l'avoir fait remarquer. Non, mais c'est pas un problème. Mais finalement, tout ça, c'est une population qui a probablement une diversité génétique très faible. Effectivement. Donc, qu'en est-il de la survie à long terme par semis? Est-ce que ça ne peut pas expliquer le faible taux de production de graines sur plusieurs foyers? Voilà, sur la population de bananes. Bon, alors par rapport à la génétique, on avait une étude de diversité génétique sur la population suisse. On avait une autre étude qui nous situait la lignée
la lignée de la saxifrage, donc est la même lignée que par rapport au Danemark, par exemple. La population de banans est tellement faible qu'effectivement, il y a dû y avoir un très gros goulot d'étranglement. On reste sur un principe théorique. Hein. C'est une station à basse altitude, on est à 800 mètres. Forcément, il y a une adaptation spéciale. Donc, la génétique de banans, évidemment, elle est très affaiblie. Je n'irai pas jusqu'à parler de consanguinité, mais en tout cas, elle doit être faible, probablement, par rapport à la station des Emburnais, qui est en très bon état, quoi. Là où c'est effectivement sur cette population, vaut mieux prélever sur cette population qui doit être en meilleur état génétique que sur celle de banans. Voilà, après, il nous avait été aussi conseillé justement d'aller introduire de réintroduire dans le Jura des plantes du Danemark. Mais vu l'état des populations danoises, je ne suis pas sûr que de toute façon on ait assez de graines pour le faire. On va, je crois, remercier Julien pour cette petite intervention. Voilà.